L'épisode sur lequel j'ai travaillé traite de la perte et de quelque chose qui se finit, comme un petit peu cette journée d'ailleurs. Donc je l'ai choisi, cet épisode qui traite de la perte, du deuil dans une relation de couple. J'ai choisi cet épisode parce que mes travaux de recherche sont centrés sur la théorie de l'attachement et sur le corollaire de l'attachement, la perte. John Bowlby avait intitulé ses travaux, les 3 tomes qu'il a écrits, sous le chapeau « Attachement et perte ». Donc, bientôt de retour, en fait, c'est la traduction de Be Right Back, qu'on aurait pu traduire aussi, revient immédiatement. Donc, l'aspect injonctif apparaît moins dans le titre donné à cet épisode. Il s'agit donc d'un huis clos et qui va concerner Martha et Ash, qui forment un couple tout à fait amoureux, moderne. À travers cette fiction, Charlie Brooker va nous adresser un message dont il donne quelques bribes dans une assertion que chacun peut entendre et comprendre à sa manière. Cet épisode a été écrit spécialement pour toi, Twitter. Donc on voit ici comment Brooker s'adresse au réseau comme un être à part entière. D'après ce qui est écrit concernant cet épisode, Brooker aurait eu l'idée de Be Right Back alors qu'il tentait de supprimer des coordonnées d'un proche sur son téléphone. C'était une personne qui était décédée, donc au moment de le supprimer de son téléphone, il hésita en se disant que c'était irrespectueux. D'où l'idée qui a germé dans son esprit, idée qui est venue aussi l'assaillir, alors qu'en même temps il entendait une expérience, à nouveau, c'est la Chine qui est en point de mire, une expérience menée en Chine, où des mères dont l'enfant était décédé se voyaient confier des robots bébés, comme possibilité d'être des instruments du travail de deuil. Voilà un peu le contexte de la création de cet épisode. J'espère que ça va, parce que la journée a été longue. Alors j'essaie d'être assez claire. L'histoire commence ainsi. Ash est connecté en permanence, rivé à son écran. Il apparaît comme accro aux réseaux sociaux, aux outils numériques. D'ailleurs, il se montre peu disponible à l'égard de Martha. Il ne l'écoute que d'une oreille. Il est happé par la vie virtuelle et il désinvestit une partie de la réalité. Notons que H signifie cendre. Et ça va nous être prémonitoire aussi d'autres choses. C'est la bande-annonce. Tu auras la possibilité de étape 2, activer le profil de écoute aussi le web, écrire sur Internet de son vivant, tout ce qui est écrit. Étape 3, programme une instruction. Il s'agit bientôt de retour, la méthode, jeudi à 22h30 sur France 2. Donc, le synopsis est le suivant. Martha et Ash ont déménagé dans la maison de campagne où les parents de Ash vivaient auparavant. D'ailleurs, la maison aura une place particulière. Elle est un objet de transmission, elle fait trace, elle va être rénovée par Martha, mais elle contient aussi en permanence des éléments du passé. Ash meurt dans un accident de voiture. En effet, on suppose que son manque d'attention à la vraie vie finit par lui coûter la vie. Le spectateur comprend que, certainement distrait par son smartphone, Ash a eu un accident. Aux funérailles, Martha apprend par une de ses amies, Sarah, qu'il est possible de rester en contact avec un défunt.
il est possible de créer un double numérique de la personne disparue. Cependant, Martha refuse d'en entendre parler. Sarah inscrit quand même Martha au programme permettant de recevoir des nouvelles de son compagnon, et Martha reçoit un courriel signé de son défunt petit ami le lendemain matin. Un nouveau H a été créé en utilisant son profil sur les réseaux sociaux et toutes les données numériques qui avaient été enregistrées durant sa vie. Martha va petit à petit commencer à dialoguer avec H, et jusqu'à lui apprendre d'ailleurs qu'elle est enceinte. Une des premières scènes aussi du film concerne cette séance, cette séquence où un souvenir, un deuil, apparaît capturé dans une photo. H est dans la maison de ses parents et la scène est ici centrée sur la photo du frère défunt de H. Tisseron, en 1995, dans Psychanalyse de l'image, avait souligné la place particulière de l'image comme fonction de représentation. L'image, la photo, serait destinée à faciliter le travail de deuil. Tisseron rappelle d'ailleurs que le mot « image », c'est un dérivé du terme « imago », désignant chez les Romains le moulage en cire du visage du mort. H capture la photo sur son écran. L'image constitue alors un lien, presque un lien intrapsychique et intersubjectif. L'image fonctionne comme premier contenant psychique dans l'idée des travaux de Bion et de Didier Anzieux. L'image va être aussi porteuse de bouleversements affectant la manière de penser de H et de Martha, leur identité, mais aussi de leur manière de penser, leur rapport aux autres, et d'ailleurs le rapport à leur propre vie psychique. Un départ sans retour, on voit ici que H entretient avec la réalité quelque chose de mélancolique. Dans la maison de ses parents, les éléments du passé ressurgissent, entraînant une tristesse qu'il a du mal à accueillir, qu'il a du mal à parler d'ailleurs. Donc il va quitter la maison pour rapporter la camionnette qui avait servi au déménagement. Et il insiste pour que Martha l'accompagne dans ce voyage de restitution de la camionnette. Mais Martha refuse. Elle souligne qu'elle préfère travailler. Elle a des commandes en attente et on devine qu'elle a un métier plutôt de dessinatrice. On voit qu'elle travaille sur des sortes de bandes dessinées, quelque chose de cet ordre-là, quelque chose de créatif en tout cas. Le couple se dispute légèrement, enfin un peu, et le conflit va révéler ici une différence entre les deux protagonistes sur leur manière d'appréhender la vie, le monde et surtout le temps. Cette séquence du film va poser la question de notre existence. Être ici et maintenant, paradoxalement, être ici et maintenant, c'est la chose la plus difficile qui soit. La dimension temporelle me semble être un élément qui va traverser tout cet épisode. D'un côté, Martha, entièrement impliquée dans son travail, elle dessine, rectifie, cherche, elle investit l'attente laissée puisque H est parti rendre le véhicule, et on pourrait dire que Martha est dans une sorte de sublimation. Donc, sublimation, c'est le destin le plus noble accordé à la pulsion. Elle est dans quelque chose dont Freud parlait, l'importance d'aimer et de travailler. Donc là, il y a quelque chose de tout à fait apaisé dans cet épisode. De l'autre côté, H, lui, accorde une place prépondérante au virtuel, comme s'il comatait tout vide, tout manque. D'ailleurs, c'est peut-être sa manière à lui de ne pas être au monde, de jouer l'hallucination contre la réalité. D'ailleurs, on peut ajouter que ce fonctionnement propre à H est corollaire à la satisfaction immédiate de la pulsion, au détriment des autres destins et tout particulièrement
au détriment de la sublimation. Le monde virtuel s'inscrit dans un temps réel, symptôme du primat du scopique. Le temps s'écoule d'instant de voir en instant de voir. Une substitution d'instant de voir en instant de voir, sans trou, sans manque. D'où existe ce qu'on appelle la Durcharbeitung, c'est-à-dire la perlaboration. Il n'y a pas de temps pour comprendre, il n'y a pas de temps pour l'élaboration. La mort, une expérience de l'inconcevable, Martha a l'intuition qu'il est arrivé quelque chose de grave. L'attente nourrie de travail se transforme en angoisse. H n'est pas de retour comme convenu. À nouveau ici, la dimension temporelle va occuper une place centrale, mais avec la dominante de l'angoisse. En ce sens, Lévinas, qui pense la mort à partir du temps, donc Lévinas, Emmanuel Lévinas, ce philosophe, va décrire la mort comme une fin qui a toujours l'ambiguïté d'un départ sans retour. Une fin qui a toujours l'ambiguïté d'un départ sans retour. La question du départ va présupposer une destination qui peut permettre aussi la possibilité de nous unir, de retrouver l'autre perdu ailleurs. Donc Lévinas, bien sûr, soutient l'idée d'une transcendance, qui apparaît d'ailleurs un peu dans le... Enfin, on va le voir. Pour Maurice Blanchot, en revanche, autre philosophe, pour Maurice Blanchot, la mort est hors tout, hors temps, sans nom, sans concept. La mort, c'est l'inconcevable, c'est l'indicible, c'est l'impossibilité même. Elle est décrite donc comme une expérience de l'inconcevable que les humains essaient d'aborder à travers les mythes, les histoires, sans pouvoir jamais la connaître véritablement, en l'absence d'un témoignage de la part de celui qui l'aurait éprouvée. La mort est donc une énigme. Au lieu de faire le deuil de son amour perdu, Martha finit par céder à l'appel d'un tout nouveau service qui propose donc de créer un double numérique de H. Si toute notre vie est en ligne, photos, vidéos, historiques, expériences, likes, amis, donc pourquoi ne pas la reproduire? Le personnage de H semble alors ressusciter numériquement. Et cette renaissance va ordonner à nouveau le temps et l'espace pour Martha. Les séquences qui suivent dans l'épisode explorent finement cette dimension du double numérique de H. H renaît proprement de ses cendres et refait surface dans la vie de Martha. Il s'agit alors d'une relation amoureuse, romantique entre Martha et le logiciel, relation qui fait oublier qu'il ne s'agit pas d'un être humain. Elle est prise dans le leur. D'ailleurs, le premier appel téléphonique de H est très déstabilisant. Martha dit « Mais j'ai l'impression de perdre la tête », ce à quoi H répond « Si tu n'en parles à personne, je ne dirai rien du tout ». Donc les traits d'humour du logiciel permettent une mise à distance de ce qui pourrait sembler complètement fou. Ces traits d'humour, en fait, vont connoter la conversation d'une dimension presque réaliste. À cet effet de l'heure va s'ajouter aussi la toute-puissance de l'imagination. De plus en plus, Martha parle à son téléphone, qui sert de support à l'application. Elle est littéralement hypnotisée par la voix de H. Elle lui fait part, d'ailleurs, de sa grossesse. Martha vit avec et au travers de son téléphone. Elle l'emmène partout. Elle filme son échographie, la transmet immédiatement à H. Dans la précipitation même, il lui arrive de faire tomber son téléphone. Elle est alors effondrée et témoigne de son extrême dépendance à l'objet. Elle dira en larmes à l'appareil « Excuse-moi, je t'ai fait tomber ». H reprendra « Mais je ne suis pas dans l'appareil, je suis dans le cloud ». Et il ajoutera d'ailleurs « Je ne vais pas disparaître », évoquant ainsi quelque chose d'immuable.
Selon Michael Stora, donc vous savez ce psychologue à l'Observatoire des pratiques numériques, donc pour Stora, discuter avec l'avatar de son ami défunt revient à ruminer la mort. On n'en sort pas, on rumine cette mort. Il s'agit, selon l'auteur, d'une manière d'éviter la sensation de vide qui est propre au deuil. Et Stora conclut, ceci est très néfaste car cela peut nourrir un fond dépressif. Or, ce que l'on voit dans le film, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que la suite du film est surprenante. Elle montre comment les échanges continuels entre Martha et Ash sont des échanges apaisés, poétiques, d'ailleurs dans des paysages de toute beauté, bucoliques. Martha est enceinte, elle est épanouie, apaisée, comblée, elle parle de sa grossesse, elle parle de ses envies de rénovation dans la maison. Il n'y a pas l'ombre d'une dépression. Pire, la séquence montre encore la force de l'imagination et du leurre comme baume apaisant qui fait du bien, et qui permet même d'atteindre une forme de transcendance. D'ailleurs, le film va distinguer de manière habile et de manière subtile la mort comme événement singulier, définitif, et le mourir dans sa forme verbale, comme acte répétitif. H n'en finit pas de mourir, H avatar représente l'être sans mourir alors qu'il est bien mort. Martha va franchir une seconde étape et il lui est proposé de faire l'acquisition du clone androïde de H. Le robot va disposer d'un corps, ce qui va enrichir la palette des interactions sensorielles possibles et donc probablement donner davantage un sentiment de présence intersubjective par rapport à une dimension plus spéculaire et narcissique que représenteraient les écrans miroirs. Lise Haddouk, dans son article Black Mirror, le narcissisme à l'ère du générique, donc c'est un article qui a été publié tout à fait récemment, là en 2017. Donc cet auteur mentionne que le sentiment de présence et l'immersion sont deux concepts qui vont intéresser de plus en plus la réalité virtuelle. Sentiment de présence, immersion, et que cette présence va permettre et encourager des prises en charge thérapeutiques. C'est ce qu'elle souligne, avec l'idée même d'avoir l'avatar psychologue. Elle souligne aussi que le robot, proche de l'humain, présente une possibilité d'attachement sans risque, sans aucun risque relationnel et donc sans manque. Ce sentiment d'intersubjectivité, l'entourage de Martha le subit également, puisqu'ici on voit la sœur de Martha. Elle est prise au piège du bonheur que donne à voir Martha. Elle pense qu'il y a un autre homme dans la vie de sa sœur et que sa sœur a fait le deuil de H. Toutefois, il y a un point de basculement intéressant que, pour ma part, je trouve, je mets des guillemets, optimiste. Donc là, j'ai repris une expression de Maurice Blanchot, je suis vivant, non tu es mort. H androïde ne dort pas, ne respire pas, ne mange pas. Martha finit par dire que tout cela l'angoisse. L'immortalité de H va tuer toute possibilité d'aventure et de hasard. Et cela, Martha ne le supporte plus. Si la mortalité est angoissante, ici dans cet épisode, cette immortalité devient génératrice d'une angoisse insoutenable. Elle souligne à l'adresse du robot « Toi, tu n'as pas d'histoire. H en avait une ». Cette question aussi de mise en évidence de l'absence de singularité et de réactions trop prévisibles vont faire basculer les choses. Progressivement, entre cohabitation et claustration, le climat va devenir pesant, lourd, et l'ombre du malheur réapparaît. Martha suffoque, car tout est lisse, plein, attendu,
prévisible. Donc la jeune femme est aux prises de relations que l'on pourrait nommer archaïques, caractérisées par le fait que désir, objet et moi se confondent. Cette confusion entre désir, objet et moi, c'est un aspect que André Green avait d'ailleurs bien montré. Cette perte de différenciation fait que désirer l'objet, c'est se sentir menacé par lui. Le plaisir à désirer se transforme en crainte, crainte qui est liée au pouvoir qu'a pris l'objet. Donc elle sent, Martha, qu'il faut se séparer. C'est une question, je dirais, de vie ou de mort. Elle n'en peut plus. Elle prend la décision de se séparer de H. Robot, elle lui demande de partir, elle risque enfin une séparation, et elle conçoit que cette illusion de complétude, c'était un rêve, mais que cette illusion est insupportable. Elle risque quelque chose, comme dirait Blanchot, il faut risquer, c'est-à-dire travailler pour l'incertain. Et elle va faire, grâce à cette rupture demandée, elle tente de faire une place à l'inattendu. Elle tente de rompre quelque chose de la linéarité de sa vie. Mais H, là, il lui répond, il lui dit « mais je ne peux pas aller plus loin ». Elle le regarde par la fenêtre, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette séquence. Et il lui dit « mais je t'ai dit de partir, va-t'en, va plus ». Et il lui dit « mais je ne peux pas aller plus loin car je ne peux pas m'éloigner de ma source ». Et elle lui répond « mais enfin, quelle est ta source? Où est ta source ?»« Mais ma source, c'est toi », lui répond-il. Donc cette séparation impossible renforce encore l'angoisse. Donc il faut trouver une autre issue pour sortir de l'impasse. L'abîme se creuse. H donc ne peut se détacher de Martha. Martha songe à demander à H de se jeter du haut d'une falaise, de passer à l'acte suicidaire. Mais là, renversement de situation à nouveau, le robot pleure et la supplie de renoncer à cette idée. Je trouvais que cette séquence, elle illustre à quel point la mortalité est le privilège des humains. L'immortalité changerait notre rapport à l'angoisse aujourd'hui, mais encore aujourd'hui, la mortalité reste notre privilège. Donc voilà, là c'est la scène où H lui dit « ne fais pas ça, ne me demande pas ça ». Donc la conclusion de cet épisode laisse des pistes et des questions ouvertes. Tout d'abord, alors moi j'ai pris la phrase d'Aragon, il n'y a pas d'amour heureux, parce qu'on voit aussi ce basculement amoureux, où ça devient, c'est tellement idéal que ça en est insupportable. Il n'y a pas d'amour heureux parce que rien n'est jamais acquis à l'homme, c'est ce que dit Aragon, ni sa force, la force de l'immortalité, ni sa faiblesse. La fin de l'épisode montre que notre vie, encore aujourd'hui en tout cas, est un éternel jeu de ping-pong entre l'ici-bas et l'au-delà. La fin de l'épisode montre que H ne saute pas de la falaise, mais sans sauter de la falaise, il passe dans l'au-delà qui est constitué par le grenier. Enfin, en tout cas, c'est ainsi que j'ai lu cet épisode. Le grenier, espace de l'inconscient, espace de secret, crypte. On voit sur cette diapositive que H est dans le grenier. Plusieurs questions se posent. On voit aussi une fillette dont on comprend qu'elle est la fille de Martha et de son ami défunt. Et la fillette demande la permission à sa mère d'apporter un morceau de gâteau d'anniversaire à H. Robot. La mère est d'accord, mais ajoute « Souviens-toi, il ne mange pas ». Mais ça n'est pas un point d'entrave pour la fillette, puisqu'elle... et là encore, on retrouve la dimension temporelle qui me semble importante. Ce qui compte pour elle, c'est le jour d'anniversaire et quelque chose qui vient scander le temps.
et le jeu d'ailleurs qu'elle met en place pour lui apporter le gâteau, jeu qui renvoie à l'ouvrage de Winnicott, à mon sens, à l'approche winnicottienne, jeu et réalité. Dans quelle mesure le jeu permet d'approcher la réalité et d'approcher une vérité de la réalité? Dans quelle mesure aussi le jeu permet de canaliser l'angoisse? Donc c'est le temps qui va permettre le passage. Ici on voit que petit à petit Martha a repris sa vie et que sa fille semble trouver une place aussi dans le monde. J'ai voulu en conclusion faire écho à un autre film qui est beaucoup plus vieux, qui date des années 20, 25, qui concerne le mythe d'Orphée, avec peut-être l'idée que cet épisode bientôt de retour serait comme une nouvelle vision numérique du mythe d'Orphée. Support de projection, les écrans sont aussi utilisés comme des miroirs. L'écran miroir, support de projection fantasmatique. Cocteau écrivait ainsi: « Je vous livre le secret des secrets, les miroirs sont les portes par lesquelles la mort va et vient. » Mais ne le dites à personne. Donc, ce qui a captivé le cinéaste, Cocteau, poète, artiste multiple, ce n'est pas l'intensité de l'amour d'Orphée pour Eurydice. Ce qui a captivé Cocteau, c'est le voyage parmi les morts, la descente aux enfers. Voilà, cette descente aux enfers qui constitue aussi un regard sur la vie. Alors aujourd'hui, on en a parlé beaucoup, la question des fantasmes liés à l'intelligence artificielle, avec des auteurs nombreux qui ont souligné notamment le fantasme on va vous comprendre au-delà de la parole. Ça c'est important pour nous, psychologues cliniciens. On va vous comprendre au-delà de la parole que vous avez sur vous. Il y aura des programmes d'analyse de voix par intelligence artificielle qui vont pouvoir estimer si vous dites la vérité. Autre fantasme, on peut brancher la machine sur votre inconscient, elle peut savoir ce que vous-même, vous ne savez peut-être pas sur vous. Voilà, alors si nous n'y prenons garde, les algorithmes pourraient bien briser nos élans créatifs. Nous sommes aujourd'hui dominés par la suprématie de l'objectivité et par le mythe que les processus algorithmiques fondés sur des données objectives, neutres, sont contraires, sont en tout cas supérieures aux décisions humaines. Ces données algorithmiques, elles sont tellement objectives qu'elles contrecarrent les décisions humaines. Dans son roman À l'Est d'Éden, Steinbeck écrivait en 1954 « L'esprit libre et curieux de l'homme est ce qu'il a de... l'esprit libre et curieux de l'homme est ce qui a le plus de prix au monde. » Et l'auteur dit « C'est ce pourquoi je me battrai, la liberté pour l'esprit de prendre quelques décisions qui lui plaisent. » Donc à nouveau, ce que la psychanalyse défend d'ailleurs, est l'approche psychodynamique, la singularité du sujet, et apprendre à se détacher du regard de l'autre. Donc, intelligence naturelle versus intelligence artificielle. L'intelligence naturelle, nous en avons un tout petit peu parlé aussi ce matin, ce serait l'intelligence à laquelle les chercheurs de la Silicon Valley sont soucieux d'aspirer pour leurs enfants. Une intelligence qui pourrait être développée dans des écoles sans numérique, sans écran, une intelligence ancrée dans quelque chose d'une décroissance du virtuel. Cette intelligence naturelle, elle jaillit de l'énigme, du manque à comprendre, et non du comblement, et de l'adaptation toujours adéquate. Voilà. Alors, reste à penser à nous comment continuer à plaider pour une démarche singulière, une démarche
qui offre à l'articulation théorie et clinique des perspectives novatrices, et une démarche qui permette de penser que créer, c'est une fête. Et là, je cite Deleuze. Voilà, l'enjeu d'une vie serait de se créer dans un mouvement sans fin, pour se tenir debout, ne pas être annihilé, et pour choisir et retrouver une puissance d'être. Je vous remercie.